Madame, Monsieur, Réflexion, c'est l'occasion de découvrir la trajectoire d'un homme, d'une femme, souvent originale. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un qui, écoutez bien, s'occupe d'un tamanoir. Frédéric Guerne, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur vous-même, vous habitez le Jura bernois. Alors quand on parle de tamanoir et qu'on dit que vous vous occupez d'un tel engin, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on évoque effectivement? Alors le tamanoir, c'est quoi un tamanoir? C'est un gros fourmilier, hein, tout poilu, très sympathique. Donc c'est un animal Absolument, tout à fait. Et avec une longue langue. oui, tout à fait. D'ailleurs, le tamanoir, en fait, c'est le logo de notre projet, de notre association d'Iguerre. Donc vous vous occupez d'animaux. Non, pas du tout. Donc c'est le symbole, en fait, de notre travail, le tamanoir. On a pris cet animal comme étant un animal un peu symbole pour notre projet. Parce qu'en fait, le tamanoir, c'est un fourmilier et c'est une grosse bestiole qui se nourrit de petites bêtes. Et toute la journée, il va chercher, il va fouiner pour trouver de quoi se nourrir. Et c'est vraiment un boulot de fourmi, mais dans l'autre sens, si on veut. Alors concrètement, vous vous occupez de quoi? D'un engin qui fait office de tamanoir, mais dans quel cadre, dans quel contexte? Dans un contexte un peu moins sympathique, c'est-à-dire que nous, on travaille dans le monde du déminage humanitaire. Donc c'est pour ça que vous nous avez amené ici tout un échantillon de différents objets qui ont trait justement au monde des mines. Il y a, j'imagine, une grenade, une mine antipersonnelle. Alors, ça, ce sont uniquement des mines. Il y en a une qui ressemble à une grenade, mais ce sont différents modèles de mines qu'on peut trouver, malheureusement, un peu trop fréquemment dans le monde, quoi. Alors je vous propose de voir quelques images qui vont nous permettre un peu de voir à quoi correspond votre tamanoir, votre débroussailleuse. Frédéric Guerne, on vient de voir ces images d'un engin tout à fait impressionnant, ça saute un peu de partout. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décliner la fiche technique de votre diguère, de votre débroussailleuse, de votre tamanoir? Alors en fait, il s'agit d'une grosse tondeuse à gazon, si on veut, mais télécommandée. C'est une tondeuse à gazon qui a pour but d'aller couper la végétation dans les champs de mines, pour préparer le terrain, pour que les démineurs puissent venir chercher les mines derrière la machine. Si on... Parce que concrètement, là, le fait de préparer le terrain, c'est une tâche importante des démineurs, ça leur prend passablement de temps? Absolument. Donc juste pour introduire peut-être cette partie de l'importance de la préparation du terrain, il faut voir en fait qu'il existe deux types de mines, deux catégories de mines. Il y a ce qu'on appelle les mines à effet de souffle, sur lesquelles il faut marcher dessus pour les activer. Celles-ci sont enterrées. Et un autre type de mine, comme celle-ci ou celle qui est derrière, ce sont des mines qui sont des mines à fragmentation. Ce sont des mines qui sont activées par fil piège. Et là où notre machine intervient, c'est dans le fait que ces mines à fil piège sont activées par un fil qui est caché dans la végétation. Et les démineurs, avant de commencer à chercher les mines, parce que les mines qui sont enterrées, ils vont devoir les chercher manuellement, les méthodes n'ont pas évolué depuis les années 40 à peu près. Avant de pouvoir chercher donc ces mines qui sont cachées sous terre, ils vont devoir enlever la végétation. Et en enlevant la végétation, en préparant le terrain, il y a un risque énorme, c'est de sectionner ou d'arracher un fil piège. Et que ça saute. Et qui provoque l'explosion d'une mine et qui les tue en règle générale. Donc ce travail de préparation du sol, à l'heure actuelle, est encore généralement fait à la main, c'est-à-dire qu'un démineur, avec l'aide d'un sécateur et d'une petite scie, va couper brindille après brindille,
toujours en faisant extrêmement attention de ne pas toucher un éventuel fil piège. Donc vous avez parlé tout à l'heure d'un engin tondeuse à gazon, c'est un peu la boutade parce que finalement il n'y a pas rien qu'un moteur, qui est d'ailleurs pas un moteur de tondeuse à gazon, mais sauf erreur un moteur de tracteur, c'est bien ça? Tout à fait, de petits tracteurs. Et puis il y a tout après la carrosserie qui est tout à fait conséquente, c'est une carrosserie blindée. C'est exact. Donc c'est clair que notre véhicule va remplacer la phase manuelle, donc de couper la végétation, en allant lui-même sur le terrain et en coupant la végétation, comme on l'a vu sur les images, de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus sûre. Ce véhicule est télécommandé, ça signifie qu'il n'y a pas d'opérateur à bord. Et en coupant la végétation de manière très très efficace, va remplacer le travail qui se fait manuellement, qui lui est très très dangereux. Alors, concrètement encore quelques indications. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous parvenez à couper cette végétation qui est devant votre engin, devant votre digueur? Parce que j'imagine qu'il y a à la fois du bois, il y a à la fois des ronces, il y a à la fois de l'herbe, il y a peut-être même aussi de la pierre parfois. Il faut un engin tout à fait puissant pour parvenir à véritablement débroussailler le terrain. C'est sûr, donc le véhicule, comme vous l'avez très justement dit, n'a pas un moteur de tondeuse à gazon, ça a un moteur de quand même 60 chevaux derrière, un moteur diesel qui donne énormément de puissance à l'outil de défrichage qui est devant. Donc c'est un outil qu'on a développé sur mesure, qui est fait pour couper de la grosse végétation. On doit pouvoir couper des arbres jusqu'à 10 cm de diamètre et qui doit aussi résister à l'explosion de mines, parce que le travail de préparation du sol se fait avant l'opération de déminage, c'est clair. Et donc, il y a un risque important d'activer des mines à fragmentation ou des mines à effet de souffle. Et donc, l'outil lui-même qui coupe la végétation doit pouvoir résister à ces explosions. Ça paraît assez fou, vous semblez très, très jeune, et vous avez déjà élaboré tout un projet comme celui-ci, mais finalement, bon, d'où vous est venue cette idée de vous lancer dans un tel projet? Parce que j'imagine qu'il faut être en contact avec toutes sortes de gens, des professionnels du déminage, il faut avoir aussi peut-être un peu un certain souci des problèmes de guerre dans le monde, ça demande toute une préparation concrète. D'où vous est venue concrètement cette idée de vous lancer dans un tel projet? Je crois que je peux dire que je suis né avec, c'est-à-dire que c'est toute une histoire, il y a un cheminement qui m'a amené à travailler dans ce domaine. Déjà tout gamin, en fait, ma passion, c'était les explosifs et les armes. J'étais un passionné d'armes, je bricolais mes armes, je fabriquais des fusils. Les premières mines auxquelles j'étais confronté, c'est celles que je fabriquais moi-même et que je plaçais autour de ma tente quand j'allais faire du camping. Donc, rassurez-moi, là, les mines ne sont pas chargées. Non, non, quand même. Alors, j'ai commencé comme ça. Déjà, gamin, j'avais vraiment un attrait pour c'était plutôt la technologie, pas le mal. Je n'étais pas du tout conscient de ce que ça pouvait faire, les armes. Mais c'était la technologie qui m'attirait. Et il y a eu une étape très importante dans ma vie, c'est l'étape où, en fait, j'ai appris à connaître Dieu. Je ne connaissais pas du tout Dieu, d'ailleurs, je n'y croyais pas, je ne voulais pas en entendre parler. Il y a eu des circonstances qui m'ont amené à me tourner vers lui, à devenir chrétien. Et dès ce moment-là, j'ai commencé d'avoir un regard différent sur cette passion des armes. J'ai commencé à voir beaucoup plus l'aspect de ce qu'elles provoquaient finalement. Et il y a eu un cheminement, et tout en grandissant dans ma foi, j'ai eu l'envie, le besoin, c'est vraiment un besoin de toujours plus devoir me sentir utile, de pouvoir faire quelque chose dans un domaine où je pourrais en fait quelque part servir mon prochain, servir Dieu au travers de mes compétences. Au travers du domaine des armes. Alors, ce n'est pas venu immédiatement, mais j'ai réalisé petit à petit, surtout en entendant parler de cette problématique des mines, que étant donné que je connaissais le monde des armes, que j'avais suivi une formation d'ingénieur, donc le niveau technique, j'avais un bon niveau technique. Vous maîtrisiez, quoi, vous étiez au fait de cette technologie. C'est aussi ma passion, il faut tout dire. Je suis devenu ingénieur par passion et j'ai toujours voulu combiner cet aspect de ma foi avec l'aspect professionnel. J'ai toujours refusé de séparer les deux choses. J'ai des capacités, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a donné ces capacités aussi, et je veux les mettre à son service. Alors concrètement, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'en tant qu'ingénieur, tout à coup, on devient quelqu'un qui imagine un nouvel engin qui va permettre de faciliter la tâche des démineurs? Alors dans mon cas, ça a pris des années. C'est-à-dire que d'abord, il y a eu le sentiment, le besoin de vouloir faire quelque chose pour aider mon prochain. J'ai cherché des solutions qui cadraient avec ma formation, avec mes convictions. Et
J'ai pris un peu tous les chemins avant de démarrer là-dedans. Et Oui, vous avez fait un séjour assez long, je crois 2 ans, à l'EPFL, avec un spécialiste de ces questions-là. tout à fait. Donc, dans mes recherches, j'avais entendu parler des mines. Je me suis dit, là, c'est un domaine où je peux m'engager. J'ai cherché la documentation, j'ai cherché à m'informer dans le domaine avant de faire quoi que ce soit. Ça sert à rien de démarrer si on ne connaît pas le sujet. Et je dis que c'est un miracle pour moi. J'ai eu l'occasion, la possibilité absolument incroyable de me faire engager dans un projet à l'EPFL. Donc l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne. Exactement, où je pouvais travailler pendant 2 ans à plein temps dans la recherche de nouvelles technologies pour trouver les mines. Pas encore pour défricher, mais c'était déjà dans cette direction du déminage. Et qu'est-ce que ça a donné concrètement? Vous êtes parvenu à un projet réalisé, ficelé à la fin de ces 2 ans d'engagement? Non, alors le projet a malheureusement échoué et ce n'est pas un échec de ce projet à l'École Polytechnique de Lausanne, c'est un échec général au niveau mondial. Les technologies qui ont pour but de détecter, de trouver les mines de manière plus efficace que les méthodes actuelles, manuelles, utilisées par les démineurs, tous ces projets n'aboutissent pas. À l'heure actuelle, 6 ans plus tard, il n'y a toujours aucun projet au niveau mondial, il n'y a aucun laboratoire qui a trouvé un détecteur suffisamment fiable pour trouver les mines de manière efficace et plus rapide que ce qui se fait maintenant. Mais concrètement, vous n'avez pas renoncé, vous avez continué à mordre à l'hameçon. Je crois que j'ai un peu une tête dure et ça signifie que quand j'ai arrêté de travailler à l'École Polytechnique, je suis retourné travailler dans l'industrie, mais j'avais mis les doigts dans l'engrenage et je n'ai pas pu lâcher le morceau. Ça signifie que j'étais convaincu qu'on pourrait quand même faire quelque chose dans ce domaine, qu'il y avait des solutions à apporter. Alors concrètement, vous mettez en place une sorte d'équipe dans votre région, dans le Jura bernois, une région qui est connue pour ses capacités technologiques tout à fait extraordinaires. C'est un peu la patrie des montres, si on ose risquer le terme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je voulais continuer à chercher, à trouver des solutions. Entre deux, j'ai rencontré aussi un démineur, parce qu'en Suisse, on a une organisation qui est la Fondation Suisse de déminage, qui sont des gens qui travaillent dans le terrain. Et j'ai rencontré le fondateur de cette fondation, et qui, lui, est venu me parler d'autres problèmes que la détection des mines. Il m'a parlé justement du fameux problème du débroussaillage. Donc des problèmes beaucoup plus concrets et terre-à-terre que rencontrent quotidiennement les démineurs. Exactement, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais la détection des mines, c'est une technologie, il faudra encore attendre des années, peut-être des dizaines d'années jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'efficace. Par contre, le défrichage, avec des technologies maîtrisées et simples finalement, on peut faire avancer les méthodes pour aider les démineurs. Alors c'est là qu'est né Diguerre, on peut... C'était déjà né avant, mais là on travaille sur un autre projet qu'on a stoppé. Et on est parti en fait sur le développement de cette machine de défrichage. Alors là, il y a 2 dates assez clés. Je crois que c'est 1997, où vous vous lancez un peu corps et âme avec toute une série d'amis dans ce projet. Et puis il y a une autre date, 2002, où effectivement vous avez pour la première fois l'occasion de faire marcher votre engin, votre débroussailleuse sur le terrain. C'est exact, c'est-à-dire qu'en 97, il a fallu fonder une équipe, parce que moi je suis ingénieur en électronique, donc c'est clair que fabriquer un petit véhicule comme ça, mais il fait quand même 4 tonnes, il y a beaucoup de serrurerie derrière, il y a ce travail de mécanique. Ça demande du monde. C'est ça, et je n'avais pas les capacités, donc il a fallu trouver une équipe pour pouvoir réaliser ça, mettre sur pied une équipe, mettre sur pied une organisation. Et en 2002, là c'était plus ou moins l'aboutissement de la première étape de ce projet, c'est-à-dire les essais concrets dans le terrain, dans un champ de mine au Kosovo. Alors je vous propose quelques images qui vont nous permettre de prendre conscience de ce qu'a été cette expérience au Kosovo et en Albanie. Moi, je faisais partie de la première équipe, donc de l'équipe qui mettait en route ce véhicule. Et c'était une semaine assez éprouvante parce qu'on a eu les premiers défauts qui apparaissaient. Par manque de temps, on n'avait pas eu le temps de la tester ici en Suisse. Alors c'était une semaine assez éprouvante, mais ce qui était beau, c'était de voir à la fin de la semaine la machine qui tournait, les défauts qui étaient réparés. Ça, c'était chouette. Ça faisait 3 ans qu'on avait travaillé sur ce véhicule. On avait commencé les plans, on avait fait ces différents travaux, on avait travaillé des week-ends entiers. Et enfin, de voir ce véhicule dans les champs de mines, c'était vraiment beau. Ouais. Alors, les démineurs, dans un premier temps, ils étaient assez sceptiques quand ils voient une nouvelle machine, surtout faite par des jeunes comme ça. C'était assez spécial. Mais les démineurs de par le monde nous ont montré qu'ils étaient vraiment intéressés par ce véhicule, par cette machine. Donc sur place, l'accueil était plutôt froid. Je dirais dans un premier temps, mais c'était surtout dû au fait qu'on était une équipe de jeunes, une nouvelle machine, qui n'était pas forcément ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Et puis à la fin de la semaine, est-ce qu'ils ont quand même reconnu la pertinence d'un tel engin? Oui, tout à fait. Alors ils l'ont reconnu
Et je dirais plutôt au niveau mondial, donc d'autres organisations de déminage qui nous ont vraiment soutenus, qui nous ont vraiment aussi dit que ça les intéressait. Frédéric Guern, c'est pas facile dans le monde du déminage d'arriver comme cela et de proposer un nouvel engin. C'est sûr, c'est que vous avez affaire à des gens de terrain. Ce sont des gens qui ont vécu énormément de choses. Et il y a aussi une phase où ils ont vu arriver dans les champs de mines beaucoup de gens qui venaient de laboratoires pour tester des nouvelles technologies, des choses comme ça. Et des fois des trucs un peu bizarroïdes. Et maintenant, il y a un peu une réticence quand quelque chose de neuf arrive. Et ça, je les comprends très bien. Eux, c'est leur vie qui joue. C'est-à-dire que les outils qui vont être amenés, leur vie va en dépendre. Et ils doivent être aussi rigoureux par rapport à les solutions qu'on peut leur apporter. Et ça, je comprends en fait qu'il y a aussi une certaine réticence face à ce qu'on apporte de nouveau finalement. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre engin sur le marché qui pourrait faire le travail que fait Digger. Si, il y a d'autres engins, tout à fait. Ce sont des engins en fait qui ont généralement été développés pour des besoins militaires. Il faut vraiment faire la différence entre le déminage humanitaire et le déminage militaire. Il y a autant de rapports entre ces deux types de déminage qu'entre de l'horlogerie et de la grosse mécanique. Ça signifie qu'en fait, les véhicules développés pour les besoins militaires, ce sont des véhicules très lourds, très chers et qui font un travail très rapide, mais aussi assez grossier. Et dans le déminage humanitaire, vous ne pouvez généralement pas acheter ces machines, elles sont bien trop chères. Vous ne pouvez pas les transporter, elles pèsent jusqu'à 40 tonnes certaines, il faut des infrastructures immenses pour les déplacer. Et ensuite, tout ce qui est entretien sur place n'est pas du tout pensé tiers-monde, pensé région en voie de développement quelque part. Alors 2002, c'était ces essais au Kosovo. 2005, c'est un peu une date clé pour vous, puisque vous allez, semble-t-il, vous lancer dans la production de 18 engins Digger. Alors Digger non plus 1, mais Digger 2. C'est-à-dire, exactement. Donc on va redessiner la machine. Là, nous avions travaillé avec un prototype, le D1. Ce prototype, on ne peut pas commercialiser un prototype, ça c'est clair. Donc on redessine une machine en fonction des expériences faites, des améliorations apportées. Donc une machine qui est finalisée quelque part. Et le but, avec une machine, vous ne pouvez pas changer la face du monde au niveau du déminage. Donc on doit absolument prévoir une production. Ça c'est absolument nécessaire si on veut être sérieux. Mais comment vous allez faire? Parce que j'imagine qu'il faudra engager du monde, il faudra peut-être même ouvrir une usine. Alors nous avons des ateliers maintenant, nous avons l'armée suisse qui nous met à disposition un arsenal à Tavannes. Donc gratuitement, on peut travailler là-dedans, on a des surfaces importantes où on peut produire déjà des petites séries de véhicules. Et bien sûr, il faut trouver des fonds pour engager du monde, des fonds pour mettre sur pied, pour acheter de l'équipement et acheter de quoi fabriquer les machines finalement, tout à fait. Alors concrètement, début 2004, il y a une première personne qui a été engagée à plein temps. Vous-même, vous allez l'être bientôt. Comment est-ce que ça se passe? Les gens autour de vous se mobilisent et se rendent compte de l'importance d'un tel projet et de ce qu'il pourrait apporter à la construction d'un autre monde? Je crois qu'il y a une prise de conscience qui monte de plus en plus. Il y a aussi le sérieux du projet. Les gens, au fil des années, voient que ce projet continue, persévère et va de l'avant. Et ça a convaincu beaucoup de gens en fait, de nous aider aussi dans la durée. On a tout un groupe qu'on appelle nous les parrains, qui sont des gens en fait, qui nous subventionnent, qui nous aident chaque mois ou chaque année, versent en fait, régulièrement une somme. Cette somme, ces petites sources qui font les grandes rivières, et avec toutes ces 50 francs, 100 francs qui sont versés régulièrement, on arrive à payer en tout cas un salaire, le salaire de mon collègue qui travaille à plein temps actuellement. Alors moi, j'ai eu l'occasion de visiter cet arsenal. Ce qui m'a surpris personnellement, c'est de voir la motivation des gens qui étaient là-bas. Et je vous propose un petit reflet via quelques images. Nathan Kunz, vous êtes ingénieur en automobile. Qu'est-ce qui vous pousse à consacrer vos week-ends, vos soirées à la confection d'un tel engin ? Moi, c'est vraiment parce que j'aimerais mettre mes compétences au profit de mon prochain, donc au profit de ces personnes qui sont dans ces pays et qui souffrent de ce fléau des mines antipersonnelles. Et comment est-ce que vous avez été sensibilisé à ce fléau, comme vous dites, des mines antipersonnelles ? Donc moi, c'est par contact direct. Donc je connaissais Frédéric Guern, le fondateur de cette organisation. Et vu les études que je faisais, je voyais que j'avais vraiment ma place dans ce projet. Et depuis là, je suis vraiment à l'aise. Donc l'engagement dans ce projet, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Franck, quelle est votre profession ? Serrurier. Finalement, en tant que serrurier, vous jouez un rôle tout à fait essentiel dans la construction de Digger. Oui, en effet, j'entends, il y a beaucoup d'aspects techniques dans cette machine au niveau du soudage, tout ça. Et puis, c'est clair, je peux mettre à profit mon métier dans ce genre de société, quoi.
Et qu'est-ce qui vous motive à consacrer vos soirées ou vos week-ends à la construction d'un tel engin? C'est simplement le fait de savoir que le travail que nous fournissons ici sert à un but bien précis, notamment le déminage, en sachant aussi l'impact qu'on peut avoir aussi dans ce monde qui est quand même un monde qui est très inconnu au niveau mondial, le monde du déminage. Je trouve que c'est bien de mettre à profit nos connaissances, en tout cas ma connaissance personnelle, pour faire ce genre de choses, quoi. Quand on sait que toutes les 20 minutes, c'est une statistique qui a été faite, toutes les 20 minutes, une personne saute sur une mine, soit elle décède, soit elle est mutilée. Ça, je crois que la raison est bonne pour venir dépenser un petit peu de temps ici à faire un peu de soudage ou autre chose, quoi. Frédéric Guerne, on le voit bien, il y a non seulement quelques amis qui sont autour de vous pour soutenir ce projet, mais on a l'impression, en allant sur place, qu'il y a vraiment toute une région qui vous porte et finalement qui essaie de vous encourager à réaliser un peu votre rêve. C'est sûr. Donc, déjà, quelques amis, c'est une équipe de 30 bénévoles qui se donnent, qui passent on a passé des dizaines, des milliers d'heures, en fait, plus de 15 000 heures autour de cette machine. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et ça, ce sont des gens qui ont donné de leur temps au-delà sans rémunération aucune. Et derrière, il y a justement cette région, en fait, où on nous soutient, où on nous aide pour aller de l'avant. Et je crois que de plus en plus, ça ne devient pas seulement le Jura bernois, mais ça devient la Suisse entière, où il y a cette prise de conscience et ce soutien qui vient de plus en plus fort pour que ce projet puisse faire de l'avance, quoi. Alors, ce qui m'a frappé tout à l'heure, c'est qu'on a entendu Nathan Kunz parler d'amour du prochain. C'est aussi une motivation qui vient vous stimuler dans cet effort, dans cette dernière ligne droite avant de réaliser votre rêve? Alors, je crois que c'est le fondement de l'organisation, de l'association d'Iger, même s'il n'y a pas tout le monde qui partage les mêmes convictions de foi, donc ce n'est pas du tout un projet chrétien, il n'y a pas de dénomination, il n'y a pas de niveau, il n'y a rien au niveau politique sur ce projet, c'est libre, c'est ouvert à tout le monde, mais une bonne partie de gens aussi partagent des convictions chrétiennes. Et ce sont aussi ces choses-là qui donnent une base, un tronc à ce projet, des racines à ce projet, qui tire en avant. Quand vous avez travaillé 3, 4, 5 ans sur un projet, passé tout votre temps libre, engagé à travailler des fois dans des conditions qui sont vraiment pénibles. Et sans être payé aussi. Sans être payé, exactement. Mmh. Il faut quelque chose qui vous tienne et qui vous motive. Et je suis convaincu, en tant que chrétien, que Dieu aime les hommes. Et quand on voit des gamins qui se font arracher des jambes, des gens qui ont des vies détruites, je suis convaincu qu'en fait Dieu ne peut pas supporter de voir ça. Il souffre. Et il nous demande à nous, son peuple aussi, de faire quelque chose. Et donc vous-même, c'est ce face-à-face avec ce Dieu d'amour qui vous motive et qui vous pousse à renoncer à votre emploi salarié normalement pour entrer dans une dynamique de salariés bénévoles au service de d'Iger 2. Exactement, c'est ça. Donc sans des motivations profondes, je crois qu'on ne tient pas le coup. Frédéric Guerne, je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Madame, Monsieur, j'espère que ce parcours autour de cette aventure d'Iger vous aura intéressé. Merci de votre attention, à bientôt.